L'Algérie bombardée par Tel Aviv, mes amis, c'était le grand projet de l'entité et c'est le président Abdelmadjid Tebboune qui nous en parle. Sachez une chose, l'Algérie n'avait jamais communiqué auparavant sur cette question. En effet, mes amis, c'est lors de son grand discours à la nation que le président Abdelmadjid Tebboune nous a parlé de cet épisode qui date de 1988. Jusqu'à ce jour, l'Algérie n'avait jamais dit si c'était vrai ou si ce n'était pas vrai. Alors rappelez-vous déjà que c'est en 1988 que l'Algérie reçoit les Palestiniens qui vont proclamer l'indépendance de leur État, précisément au Club des Pins, et effectivement, Tel Aviv avait prévu de bombarder Alger. Et sans transition, mes amis, vous savez, j'essaye tous les jours de vous transmettre un peu de mon amour pour l'histoire de l'Algérie. Le seul truc que vous pouvez faire en échange pour me soutenir, c'est quoi? C'est de vous abonner en cliquant sur la croix rouge ici pour pouvoir me suivre également sur la flèche pour partager la vidéo. Est-ce que vous connaissiez cet épisode de 1988? Et que nous dit le président Abdelmadjid Tebboune? C'est très clair, regardez, c'est ici que l'État palestinien a été proclamé avec tous les dangers qu'il y avait à l'époque. Vous, les officiers de l'armée, êtes au courant des menaces qui étaient ourdies contre l'Algérie, y compris le bombardement du Club des Pins. Et oui, mes amis, l'Algérie était soumise à toutes les menaces possibles et l'Algérie n'a pas reculé parce que l'Algérie porte la voix de l'humanité. Parce que c'est bien beau maintenant de voir les Européens, les Anglais, les Français reconnaître l'État de Palestine, mais en 1988, c'est l'Algérie qui accueille Yasser Arafat, c'est l'Algérie qui accueille le dirigeant palestinien pour le faire directement à la Mecque des révolutionnaires. Parce que, mes amis, l'Algérie n'a jamais lâché le principe d'autodétermination. Et pour les sceptiques, rappelez-vous que 3 ans plus tôt, en 1985, c'est Tunis qui avait été bombardé dans l'opération Jambe de bois parce que se trouvait là-bas le quartier général de l'Organisation de libération de la Palestine. Donc oui, après Tunis, ils voulaient viser Alger. Et finalement, ils ne l'ont pas fait. Tahia al-Jazaïr et bon courage à ceux qui vont survivre. Imaginez, en 1988, l'Algérie était sur le point d'être bombardée. Oui, un plan bien réel, conçu à Tel Aviv. Mais qui l'a révélé? Le président Abdelmadjid Tebboune lui-même. Que s'est-il passé? Et pourquoi Israël voulait frapper l'Algérie? La vérité va vous choquer. Cette année-là, les Palestiniens s'étaient réunis au cœur d'Alger, au Club des Pins, pour proclamer, pour la première fois, l'indépendance de l'État de Palestine. Comme toujours, l'Algérie accueillait les causes justes, les voies de la liberté. Mais ce geste allait faire d'elle une cible militaire. Restez bien jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir sur cet épisode oublié de notre histoire va complètement changer votre regard sur l'Algérie. Une déclaration présidentielle qui résonne étrangement aujourd'hui. Alger, la capitale algérienne, aurait été la cible désignée d'une opération de bombardement par Israël. En 1988. Oui, un plan qui, d'après le chef de l'État algérien lui-même, Abdelmadjid Tebboune, était sur le point d'être exécuté. C'est une histoire qui date, plus de 35 ans, mais qui refait surface là, avec une force assez particulière. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, c'est une affirmation qui a été lancée lors d'un discours assez solennel devant les hauts cadres de l'armée algérienne. Le président Tebboune a parlé explicitement de la tentative de bombardement du Club des Pins. Le Club des Pins ? C'est pas n'importe quel lieu, ça. Exactement. C'est là, en novembre 1988, que Yasser Arafat, devant le Conseil national palestinien qui était réuni en exil, a proclamé symboliquement la création de l'État de Palestine. L'Algérie, fidèle à sa tradition de soutien au mouvement de libération, offrait plus qu'un refuge. C'était une tribune historique. Et donc, c'est ce geste politique majeur, cette tribune offerte, qui aurait mis Alger directement dans le viseur israélien. L'accusation est quand même énorme. Accueillir un acte fondateur pour les Palestiniens, ça aurait suffi pour qu'on envisage une frappe militaire sur la capitale d'un État souverain, un acteur régional majeur. Il y a quelque chose là. Il faut qu'on creuse un peu. Décortiquons ça. Mais le président algérien s'est adressé directement à ses officiers. Il a dit, je cite en substance, « Vous connaissez les menaces qui pesaient sur l'Algérie, y compris la tentative de bombardement du Club des Pins. Frapper ce lieu précis, le Club des Pins, qui est une station balnéaire transformée en centre de conférence pour l'occasion, c'était vraiment frapper le symbole absolu. » Une attaque contre l'acte même de la proclamation. Voilà. Sous l'égide de l'Algérie, elle-même issue d'une guerre de libération. C'était sanctionner un soutien qualifié d'indéfectible, comme le dit la rhétorique officielle algérienne, et ce, dès le premier jour. Tout de suite, c'est pourquoi sortir ça maintenant? Plus de 30 ans après, est-ce que c'est juste une manœuvre politique pour souder la nation derrière l'armée, le leadership face aux tensions actuelles dans la région? Ou bien est-ce qu'à l'époque, il y avait vraiment des renseignements précis,
des preuves tangibles de cette menace imminente? Parce que il y a une différence entre un plan sur papier, dans un état-major, une option quoi, et une opération prête à être lancée. Où est la vérité historique là-dedans? C'est toute la question, effectivement. Et pour essayer d'y voir plus clair, il faut revenir un peu en arrière. 3 ans avant, en 1985. On est en octobre 1985. L'aviation israélienne mène un raid très audacieux. L'opération Jambe de bois. Ah oui, l'attaque sur Tunis. Exactement. Ils bombardent le quartier général de l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, qui était installée à Hammamchot, dans la banlieue sud de Tunis. Le bilan a été lourd, des dizaines de morts, palestiniens et tunisiens, et le choc international considérable. Oui, un précédent majeur. Ça avait montré une capacité de projection de force israélienne assez impressionnante, loin de ses bases. Et une volonté claire de frapper l'OLP où qu'elle soit. Tout à fait. Et si on suit la logique stratégique qu'on prête à Israël à cette époque, après avoir frappé ou tenté de frapper la direction politique de l'OLP en Tunisie, s'en prendre à Alger en 1988, ça pouvait apparaître comme l'étape suivante. Logique. Logique ? Dans leur perspective, peut-être. Alger venait d'offrir à la cause palestinienne non seulement un refuge, mais surtout une plateforme politique et symbolique encore plus forte avec cette proclamation d'État. Pour certains stratèges à Tel Aviv, ça a pu être vu comme un affront direct, une consolidation inacceptable de la légitimité palestinienne sous protection algérienne. Suite logique. Le mot me paraît un peu fort quand même. Frapper Tunis en 85, c'était déjà extrêmement audacieux. Ça a été condamné par le Conseil de sécurité de l'ONU d'ailleurs. Mais s'attaquer à Alger en 88, on parle de la capitale d'un pays avec un poids politique, historique et militaire, sans commune mesure avec la Tunisie de l'époque. L'Algérie sortait à peine des événements douloureux d'octobre 88, c'est vrai, mais ça restait un pilier des non-alignés, un acteur arabe et africain clé, et son armée était considérée comme l'une des plus puissantes du continent. Le risque d'une déflagration régionale, voire internationale, n'était-il pas démultiplié ? Vous mettez le doigt sur une différence essentielle. Et c'est d'ailleurs ce qui ressort des explications qu'on avance aujourd'hui pour justifier l'abandon présumé de ce plan. Si on suit le récit actuel, l'opération n'a pas eu lieu. Pourquoi ? Plusieurs facteurs sont évoqués, souvent de manière un peu générale. On parle de possibles changements dans l'environnement géopolitique, fin 88, c'était une période charnière, fin de la guerre en Irak, première intifada palestinienne en cours, les débuts de la fin de la guerre froide, tout ça a pu jouer un rôle. Des changements géopolitiques, oui, d'accord, mais ça reste un peu vague comme seule explication, non ? C'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur un autre facteur, jugé lui déterminant, la perception par Israël de la capacité et de la volonté de riposte de l'Algérie. L'idée forte, qui est martelée aujourd'hui, c'est que l'Algérie de 88, ce n'était pas la Tunisie de 85. L'armée nationale populaire algérienne était vue comme aguerrie, bien équipée pour l'époque, et surtout animée par une doctrine de défense très ferme de la souveraineté nationale. C'est l'héritage de la guerre d'indépendance. La conviction existait, en tout cas côté algérien, et peut-être qu'elle a été perçue par l'adversaire potentiel, qu'une agression directe contre le territoire algérien ne resterait pas impunie. Donc, la dissuasion algérienne aurait fonctionné avant même d'avoir à être activée ? C'est ça l'argument principal aujourd'hui ? C'est l'argument central, oui. La dissuasion stratégique. Même si le terme n'était peut-être pas formalisé comme aujourd'hui, l'idée était là. Il s'agit de la capacité à infliger des dommages jugés inacceptables à un agresseur pour le convaincre de renoncer. La menace d'une riposte algérienne, dont on ne connaissait pas la nature ou l'ampleur exacte, mais potentiellement sévère, aurait fait pencher la balance vers la prudence à Tel Aviv. C'est une lecture plausible, oui, cohérente avec la fierté nationale et militaire qu'affiche Alger, mais est-ce vraiment la seule explication ? On peut, et je pense qu'on doit, envisager d'autres scénarios, d'autres facteurs. Est-ce qu'il n'y a pas eu, par exemple, des pressions diplomatiques en coulisses ? On sait que des canaux existent toujours, même entre adversaires, parfois via des intermédiaires. Des puissances amies de l'Algérie ou juste soucieuses d'éviter un embrasement régional. La France, l'Union soviétique, encore là à l'époque. Peut-être même les États-Unis. C'est une hypothèse qu'on ne peut pas écarter du tout, même si elle n'est pas mise en avant dans le discours officiel actuel. La diplomatie de l'ombre, ça joue souvent un rôle crucial dans ce genre de crise potentielle. Il est aussi possible qu'au sein même de l'établissement politique et sécuritaire israélien, il y ait eu un débat, une réévaluation interne, risque contre bénéfice. Frapper Alger, c'était prendre le risque d'ouvrir un nouveau front, de s'aliéner potentiellement des acteurs internationaux, pour un gain stratégique qui restait peut-être discutable face aux représailles possibles.
Ou alors, et je reviens à ma première question, peut-être que le plan n'était tout simplement pas si avancé que ça, pas si prêt à être lancé qu'on le dit aujourd'hui. Peut-être que c'était juste une planification contingente, une étude parmi d'autres, qui n'a jamais vraiment atteint le stade de la décision politique finale. La communication rétrospective, parfois, ça a tendance à dramatiser un peu les menaces passées pour mieux souligner la vigilance ou la résilience présente, non ? C'est un peu le propre de la réécriture de l'histoire à la lumière des enjeux d'aujourd'hui. Mais quelle que soit la réalité exacte du niveau de préparation de ce plan en 88, l'élément clé du point de vue algérien actuel, il est double. Premièrement, affirmer que la menace a existé et qu'elle était sérieuse. Deuxièmement, souligner que malgré cette pression, l'Algérie n'a pas dévié de sa ligne politique de soutien aux Palestiniens. Un point d'honneur. Absolument. Une constance revendiquée. Une constance présentée comme non négociable, érigée en principe fondateur de la politique étrangère algérienne. Tout à fait. On entend souvent cette phrase, c'est presque un mantra là-bas. Les positions de l'Algérie ne s'achètent pas et ne se vendent pas. Elles se forgent avec le sang et les principes. La référence au sang, évidemment, ça renvoie au lourd tribut de la guerre d'indépendance. Et ça érige la politique étrangère en prolongement de ce combat pour la souveraineté. Ce récit historique, celui d'une nation qui a fait face aux menaces pour défendre ses convictions, ça sert directement l'image que l'Algérie veut projeter aujourd'hui. Quelle image exactement ? Celle d'une puissance régionale fiable, fidèle à ses principes et qui ne cède pas aux pressions. Et cette image, elle s'accompagne de manière très visible, très assumée, d'une démonstration de force militaire. On ne peut pas analyser ce rappel de 1988 sans le lier à la communication intense autour de la modernisation de l'arsenal algérien ces dernières années. Le message sous-jacent semble être « on nous a menacés hier, mais regardez ce qu'on est aujourd'hui ». La connexion est évidente, oui. Le sous-texte est limpide. L'Algérie d'aujourd'hui n'est plus celle de 1988, et surtout, ce n'est plus une nation qu'on peut envisager de menacer impunément. La modernisation militaire, ce n'est pas juste une nécessité de défense, ça devient un outil de communication stratégique, un marqueur de statut sur la scène régionale et internationale. Et quand on parle de cette modernisation, on cite des systèmes d'armes très spécifiques, Ce n'est pas anodin. Effectivement, il y a une mise en avant quasi systématique de certains équipements emblématiques. Les systèmes de défense antiaérienne russes S-300 et surtout S-400. Le S-400, c'est le fleuron. Voilà. Posséder le S-400, ça donne une capacité de déni d'accès aérien sur une très vaste zone. Un parapluie capable de dissuader ou de compliquer très sérieusement toute incursion aérienne hostile. C'est une réponse directe au type de menace qu'aurait été un bombardement en 98. On mentionne aussi les missiles balistiques tactiques Iskander. Connus pour leur précision. Oui, et leur capacité à frapper des cibles stratégiques en profondeur. Et l'aviation suit aussi cette montée en gamme. Ah oui, largement. La flotte aérienne a été très renouvelée. Les chasseurs multirôles Sukhoi Su-30 constituent l'épine dorsale. Ils sont complétés par des bombardiers tactiques Su-34, des chasseurs de supériorité aérienne Su-35, des appareils très performants. Et on parle même, avec insistance, de l'acquisition potentielle du Su-57. L'avion furtif russe de 5e génération ? Exactement. Même si l'acquisition n'est pas confirmée, rien que d'en parler, ça contribue à l'image de puissance technologique. Sans oublier tout ce qui est surveillance, renseignement. Essentiel aujourd'hui. Radar de détection non porté, drones d'observation et une capacité satellitaire propre avec plusieurs satellites d'observation comme Alcomsat 1 ou Alsat. Tout ça, ça permet une meilleure connaissance de l'environnement stratégique, une capacité d'anticipation. L'ensemble de ces éléments nourrit une doctrine militaire qui repose clairement sur la dissuasion stratégique. Le message est 1. Le coût d'une agression contre l'Algérie serait exorbitant pour l'attaquant. Ce qui nous amène à cette affirmation qu'on entend souvent dans les cercles proches du pouvoir ou dans les médias algériens, le pays ne serait plus intimidable. Que même Israël, cet acteur qui aurait donc envisagé une frappe par le passé, serait désormais obligé d'observer l'Algérie à distance, conscient du changement de rapport de force. C'est l'aboutissement logique de ce narratif. On passe de la posture de victime potentielle en 88 à celle d'acteur incontournable, respecté, voire craint aujourd'hui. C'est une souveraineté pleinement assumée qui s'adosse à des capacités militaires crédibles. La dissuasion n'est plus juste un concept hérité de la guerre froide, elle est présentée comme une réalité opérationnelle, tangible, capable de garantir l'intégrité territoriale et de protéger les intérêts nationaux. L'idée qu'une confrontation directe est devenue bien trop risquée pour quiconque l'envisagerait. Bon, alors,
Si on résume un peu notre analyse, on a cette révélation tardive, ou du moins ce rappel insistant d'un projet de bombardement israélien sur Alger en 88. C'est lié directement au soutien algérien à la proclamation de l'État palestinien. Une histoire qui, au-delà des détails factuels qui restent peut-être sujet à débat, fonctionne comme un récit politico-stratégique très puissant. Ça met en lumière les tensions souterraines, les calculs complexes, les menaces voilées qui caractérisent les relations au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Ça illustre aussi ce paradoxe. Une nation qui dit avoir été menacée justement parce qu'elle défendait ses principes, soutenait une cause jugée juste, et qui, des décennies plus tard, met en avant sa puissance militaire renouvelée comme la garantie ultime que de telles menaces ne pourront plus jamais être formulées, et encore moins mises à exécution. La mémoire du danger passé vient justifier la démonstration de force présente. C'est assez classique, mais efficace. Ce qui nous amène inévitablement à une dernière réflexion, un peu plus ouverte peut-être. Si on accepte cette connexion entre la menace supposée de 1988 et la posture de puissance actuelle, qu'est-ce que le moment choisi pour ravivre cette mémoire nous dit ? Pourquoi maintenant, en 2023-2024, ressortir cet épisode vieux de 35 ans ? C'est la question fondamentale, oui. Au-delà de l'analyse historique ou militaire, il y a une dimension de communication politique qui est évidente. Dans un contexte régional actuel marqué par de nouvelles tensions, des recompositions d'alliances, on pense notamment aux accords d'Abraham qui ont vu certains pays arabes normaliser leurs relations avec Israël, ce rappel a valeur de message. Clairement. Un message pour qui ? Pour l'intérieur ? Pour l'extérieur ? Probablement pour les deux. Un message adressé à l'opinion publique interne pour renforcer la cohésion nationale autour des fondamentaux de la politique étrangère algérienne, mais aussi, et peut-être surtout, aux acteurs régionaux et internationaux. Un message qui dirait quoi, en substance ? On n'a pas changé, nos principes sont les mêmes, et maintenant on a les moyens de les défendre. C'est ça l'idée ? C'est une interprétation très probable, oui. C'est une manière de réaffirmer la singularité de la position algérienne, son refus de s'aligner sur certaines évolutions régionales qu'elle désapprouve, et sa capacité à peser sur les équilibres futurs. Raviver le souvenir d'une menace israélienne passée, c'est aussi indirectement se positionner très clairement dans les débats actuels sur la sécurité régionale et sur la question palestinienne, qui reste centrale pour Alger. Du coup, ça pose la question de savoir comment l'Algérie compte utiliser cette puissance et cette mémoire ravivée pour influencer les dynamiques géopolitiques de demain. Une interrogation qui, sans doute, restera au cœur des analyses pour les années à venir. Absolument. C'est un dossier à suivre de très près.